Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro WhatsApp à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00 sur la chaîne DMG TV. La deuxième chaîne DMG TV, c'est DMG TV Histoire Mystique Exclusive où on poste tous les 15h00 des histoires vraiment à couper le souffle. Voilà. Donc, je t'invite à nous suivre sur les deux chaînes YouTube, sur Facebook et sur TikTok, DMG TV toujours. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un like, un partage pour donner la force à tous ceux qui racontent les histoires au quotidien. Sachez que à chaque fois qu'on poste des histoires, ceux qui envoient des histoires là lisent les commentaires. Donc, si vous avez un truc à passer, un message à communiquer à ces intervenants-là, faites-le dans les commentaires, genre H3 pour dire histoire numéro 3. Je pense qu'il faut faire ci, il faut faire ça. H4, histoire numéro 4, il faut faire ci, il faut faire ça. Merci beaucoup. Donc, écoutons les histoires. Première histoire. Alors, une histoire que je vais raconter par rapport à ce qu'a vécu ma maman. Ma maman, c'était une femme qui aimait la vie, elle aimait groover, c'était les boîtes de nuit, même quand elle m'avait déjà eu, c'était les boîtes de nuit. Vraiment, en tout cas, c'était une bonne vivante. Une bonne vivante, elle aimait s'amuser, elle aime se faire plaisir jusqu'à aujourd'hui. Et à l'époque, vous savez, ce qu'on appelle faire le mur. Donc, son papa ne voulait pas qu'elle sorte. Son papa lui a dit, je veux pas que tu sortes, mamie, parce qu'on l'appelait... Voilà. Bon, je vais donner le nom, mais c'est pas grave. Je veux pas que tu sortes aujourd'hui et tout. Oh oui, ok, papa, il n'y a pas de souci et tout. Même sa maman, donc ma grand-mère, elle lui dit, ah, tu as compris ce que ton père a dit, parce que tu sais, ton père, il parle pas beaucoup, mais s'il dit des choses comme ça, il faut écouter. Oui, il n'y a pas de souci. Tu parles. Elle avait déjà fait son plan avec ses amis. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait le mur, elle est sortie par la fenêtre et tout ça. En tout cas, elle a tout fait à la lignette. Moi, je suis déjà dans le groupe, les autres m'attendent. Du coup, elle se retrouve en boîte, ça danse, ça s'amuse, machin. Mais elle savait que son père se levait tôt, vers 5h du matin. Donc, il fallait qu'elle rentre au moins à 4h30. Comme ça, quand il se réveille, voilà, il va aller vérifier et elle sera là. Donc, elle dit aux autres, ah, écoutez les gars, les amis, tout, moi, je vais rentrer. Les autres lui disent, mais tu vas rentrer? Nous, on n'a pas encore envie de rentrer. Il n'est pas encore 5h dire, mais non, il faut que je rentre parce que je sais que le vieux là-bas, j'ai pas envie que quand il va se réveiller, je ne sois pas là. Les autres lui disent, écoute, si tu veux, tu rentres. Nous, en tout cas, nous, on continue encore, on n'a pas fini notre soirée, on n'a pas fini. Elle s'est dit, bon, ok, je vais prendre le courage. Elle va y aller, dire, je préfère aller toute seule et tout. Donc, c'était à Port-Gentil, au Gabon. Et c'est comme ça comment, en fait... Elle commence à marcher, elle prend son courage à deux mains, elle s'est dit, bon, allez, advienne que pourra. En tout cas, il vaut mieux que je sois à la maison avant que papa ne se réveille et tout, parce que sinon, je suis mal barrée. Donc, elle marche, elle commence à marcher, elle regarde derrière, elle regarde à gauche, elle regarde à droite, elle marche un peu avec empressement. Et puis là, au loin, elle entend les bruits de tonneaux. En fait, ça faisait boum, boum. Et à l'époque, à Port-Gentil, dans les années 70, voilà, il y avait les jeunes enfants de l'Afrique de l'Ouest qui allaient puiser de l'eau très tôt. Mais c'était vers 5h du matin. Et puis elle s'étonne, elle se dit, mais c'est bizarre. Il est que 4h, 4h30 et déjà, les popos là, ils commencent déjà à envoyer les enfants puiser de l'eau, c'est un peu trop tôt. Bon, elle se dit, c'est pas grave, je continue à marcher, au moins il y a du monde qui arrive en face de moi. Mais plus elle avançait, plus le bruit devenait un peu plus assourdissant. Elle s'est dit, non, il vaudrait, parce que là, c'est pas les jeunes qui vont puiser de l'eau, c'est pas possible. Donc, elle s'est mise un peu vers... Il y avait des comment ça, des bananiers, en fait. Il y avait des bananiers sur la route. Donc, elle a essayé d'aller se cacher pour voir ce qu'il y a. Parce que le bruit était tellement fort que ça l'effrayait. Donc, elle s'est cachée. Quand elle se cache comme ça, elle voit un cercueil avec 4 bougies qui marche tout seul dans la rue. Il n'y avait personne qui tenait le cercueil. Le cercueil est en train de marcher tout seul dans la rue avec 4 bougies autour. Ma mère me dit, elle ne sait pas comment elle a fait pour se retrouver devant sa maison. Elle était tellement effrayée qu'elle a pris la peau d'escampette. Mais en fait, elle dit, elle ne sait pas comment elle a fait. La distance qu'il y avait encore entre l'endroit où elle était et la maison, elle ne sait pas, mais elle a pris vraiment un élan de course. Elle s'est retrouvée, au lieu de passer par la fenêtre là où elle est arrivée, elle était obligée de cogner. Elle a cogné. Donc c'est sa maman qui est venue ouvrir tout. Qu'est-ce qui se passe et tout? Maman, pardon. Elle est partie, elle est rentrée dans sa chambre, elle est complètement allée sous son lit. Elle était effrayée, elle tremblait. Donc son père est sorti, qu'est-ce qui se passe et tout?
Elle était apeurée, elle était apeurée, elle était mais sors, viens nous raconter qu'est-ce qui se passe. Voilà, je t'ai dit de ne pas sortir, t'as pas compris. C'est ça les conséquences. Voilà, tu as reçu ce que tu as voulu. Je t'ai bien dit ne sors pas aujourd'hui, mais tu as voulu sortir. Elle était tellement apeurée, elle tremblait, maman, elle tremblait, elle tremblait. C'est après, elle a repris les esprits. Et c'est comme ça comment elle a raconté à sa maman et à son papa ce qui s'est passé. Et voilà, son père lui a dit, ben oui, voilà, t'as pas voulu m'écouter, tu as voulu faire qu'à ta tête, et ben voilà les conséquences. Donc c'était un peu ça l'histoire de ma maman. Et je crois qu'à partir de cette histoire-là, elle a commencé un peu à ralentir ses sorties nocturnes en fait, parce que c'était vraiment l'élément de trop qui avait fait en sorte qu'elle puisse prendre conscience que ben oui, c'est dangereux de fois d'être toute seule dans la nuit, quoi. Voilà. Donc c'était un peu la petite histoire de ma maman. Allez, n'hésitez pas de liker, de partager. Bonne soirée à toute la famille DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour l'IMG, bonjour. C'est la première fois que je monte comme ça, que j'envoie une histoire. Et l'histoire me concerne personnellement. Avant toute chose, je demande aux gens de liker, de partager et d'éviter d'autres amis, quoi. Voilà. Donc l'histoire me concerne. Je suis venue en France il y a 3 ans parce que j'ai un enfant qui est en situation de handicap et du coup j'ai dû tout abandonner dans mon pays pour venir en France et tout parce que là l'enfant est pris en charge et tout, donc ça va. Mais quand je suis arrivée en France, j'ai commencé à faire des démarches et tout ça. Et les gens me disaient, dans ta situation, ça va aller vite et tout, vu que ton enfant est en situation de handicap et tout, généralement, ils sont prioritaires et tout et tout. Donc moi, il n'y a pas de problème. J'étais venue, mon enfant commençait à recevoir les soins et tout, donc moi, ça va. Mais je fais les démarches qui sont censées durer 1 mois comme ça. Pour moi, là, ça fait près de 6 mois. Je vais à la préfecture, je fais des demandes, on m'envoie des documents que je dois retourner après à l'OFI. Quand l'OFI reçoit le certificat médical de ma fille, l'OFI me dit, mais on a le certificat médical du médecin, mais c'est comme si vous n'êtes jamais passé à la préfecture. Vous n'êtes pas dans la base de données. Je lui dis, mais comment ça se fait? Parce que c'est la préfecture qui m'a donné le document que j'ai envoyé au médecin et que le médecin vous en dit, on ne comprend pas. On ne vous retrouve pas dans la base. Donc, demandez à la préfecture d'envoyer, de refaire le document, sinon de nous envoyer le document. Et donc, du coup, je vais à la préfecture, j'essaie de parler. Il y a une dame là qui veut rien entendre. Il faut comprendre un rendez-vous pour aller expliquer et tout. Donc, ça dure pendant 3 mois et après, j'ai un rendez-vous. Je refais la procédure. Ça dure encore. Et le médecin retourne encore le certificat médical à l'OFI. L'OFI traite le document. Cette fois-ci, on me retrouve dans la base de données de la préfecture et tout. Et maintenant, on m'envoie un courrier pour venir chercher mon titre de séjour. Mais c'est un courrier que j'ai jamais reçu jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ça mettait du temps encore. 5 à 6 mois, on est en train d'aller dans 2 ans. Il n'y a toujours rien. Et donc, j'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas possible que ça traîne autant quand j'en parle à l'assistance sociale. Elle me dit, mais effectivement, il y a un problème parce que normalement, ils ont 1 mois pour traiter. Et quand c'est des documents qui concernent des enfants comme ça, en général, ça va vite. Et je comprends pas pourquoi, pour vous, ça va autant de temps. Je dis, mais j'en sais rien. Et donc, c'est là, c'est en suspens comme ça. J'attends de recevoir une compte parce que je peux pas aller comme ça. Et du coup, je dors un soir comme ça. Et je fais un rêve. Et dans le rêve, je vois que je suis dans la rue. Et puis, je passe à côté d'abord, je suis dans la rue. Il a plu.
Il a plu et moi je suis sortie après la pluie du coup. Vous savez, dans les caniveaux, il y a de l'eau qui coule et tout. Et moi je m'approche comme ça en marchant dans les caniveaux et je vois tout un tas d'enveloppes. Des enveloppes, comme un courrier ou des enveloppes. Et je me baisse, je ramasse et je regarde. Ben, c'est les enveloppes que j'attendais. C'était dans un caniveau. Donc je récupère, je dis mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ces enveloppes, je les attends depuis. Cette convocation, je l'attends depuis. Pourquoi c'est dans le caniveau? Bon, c'est un rêve, donc j'ai récupéré les documents. C'est à partir du moment où j'ai récupéré les documents dans le rêve, dans le caniveau, que ma situation a avancé un peu. Que j'ai pu prendre un rendez-vous. Je suis partie à la préfecture et la dame me dit, mais depuis l'année dernière, ben on vous attend parce qu'on vous a envoyé des courriers pour que vous veniez justement et vous n'êtes pas venu à des rendez-vous. Je leur ai dit, mais je n'ai jamais reçu ces courriers. Ils me disent, non, votre document il est prêt depuis. C'est pour vous dire que quand vous avez même l'impression que tout va bien dans votre vie, là, il y a toujours quelqu'un quelque part, tapis dans l'ombre, qui agit contre vous. Moi, je suis venue juste pour les soins de ma fille. Malgré ça, il y a quelqu'un dans l'ombre qui ose, qui m'attaque en fait, qui bloque mes documents, qui veut pas que... Et donc, c'est un peu ça mon histoire. On ne sait jamais. C'est-à-dire, ne vous croyez pas en sécurité. Que vous soyez près ou loin, que vous ne sentez pas que on vous attaque ou quoi. Mais vous êtes tout le temps attaqué en fait. Donc, il faut vraiment être sur la défense. Il faut vraiment être en prière. Et il faut dire que quand je suis arrivé ici, je me suis fait baptiser, je commençais à fréquenter une communauté, je prie, j'ai vraiment changé tout. C'est certainement ce qui m'a permis de voir dans le rêve que mes documents avaient été mis dans un caniveau et qu'il fallait que je récupère déjà ça pour pouvoir avancer. Sinon, nulle part j'allais pouvoir avancer dans mes démarches. Et par la grâce de Dieu, ça va beaucoup mieux. Et ça avance bien. Et je continue de prier parce que le Seigneur fait des merveilles pour moi ici et vraiment je bénis son nom. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Merci beaucoup pour l'histoire. Là maintenant on passe à la troisième histoire. Bonjour le Big DMG, j'espère que tu vas bien. Bonjour à la communauté aussi que je salue. Ça fait maintenant de nombreuses années que j'écoute les histoires des MG, je suis branché et tout. Et j'ai souvent pensé à raconter mon histoire et tout ça, mais j'ai pas forcément eu le temps à chaque fois quoi. Ou alors le courage. Mais bon, j'ai décidé de me lancer qu'à cela ne tienne. Là je voulais très clairement parler de mon histoire. Je voulais raconter mon histoire, c'est mon histoire à moi-même, c'est ce que j'ai vécu. En gros, j'ai été victime de sorcellerie que j'ai su par la suite parce que au début, lorsque cette histoire-là a commencé, moi, en gros, je me disais que c'était le foot et que, voilà, parce que j'étais quelqu'un de très sportif à la base. Donc, je me suis dit que c'était le foot. Mais après, il y a eu tellement de choses, voilà quoi, c'était plus naturel. Mais je l'ai su par la suite. Du coup, l'histoire, c'est quoi? C'est que, en septembre 2020, j'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau de mon sacrum, donc vers le bassin. Ça me faisait très mal et ça me faisait surtout mal pendant la nuit en fait. Donc pendant la nuit, j'avais très mal, j'avais bad mal. Et ouais, ça a commencé en septembre 2020 comme je disais. Ça faisait très mal. Chaque nuit, ça faisait mal. Et bon, après, comme par hasard, j'avais déjà la douleur, mais tu connais, quand tu es footballeur, la plupart du temps, on néglige un peu quand on a mal, on se dit, bon, ça va passer, on joue beaucoup et tout. Parce que pendant la période du confinement, le tout premier confinement, on n'avait pas d'activité, donc on jouait au foot, on n'allait pas à l'école pendant de longs mois. Donc je continuais à jouer, et comme par hasard, j'ai reçu un coup à cet endroit-là, l'endroit où j'avais mal, là. J'avais déjà mal au départ avant de recevoir le coup, mais quand j'ai reçu le coup, ça n'a fait qu'accentuer le bas et la douleur quoi. Donc voilà, j'ai reçu
le cou et tout, et ça a commencé d'aller de mal en pire, de mal en pire, de mal. Ça me faisait très mal, j'ai perdu énormément de poids. 30 voire 40 kilos. Oh, j'abuse un peu. 30, 25 kilos. Ça a commencé. Après, j'ai commencé au bout d'un moment à ne plus pouvoir marcher. J'avais entre-temps réussi à prendre un rendez-vous à Jeanne-et-Bory, ouais. C'est un hôpital, à Libreville au Gabon. C'est le pays dont je suis originaire. Et voilà, j'avais pris rendez-vous. Quand je suis allé, j'ai fait ce que j'avais à faire, la radio que j'avais à faire. Après, au bout d'un moment, il fallait récupérer les résultats. Dans ces soi-disant résultats, on n'a rien vu. Donc j'ai dû aller ailleurs encore parce que ça faisait toujours autant mal. Toujours autant mal. J'ai dû aller je me suis dirigé dans un autre hôpital de la place. J'ai été hospitalisé pendant des mois quand même. Pendant ce temps-là, ça faisait 2 mois que j'avais ça en fait et ça faisait qu'augmenter. J'arrivais pas à marcher. Au bout d'un moment, j'étais cloîtré maintenant à la maison parce que c'était de mal en pire. Je n'arrivais même plus à poser ma jambe droite sur le sol parce que ça a pris à partir comment je veux dire ça? Ça a pris à partir de mon bassin et ça prenait toute la jambe. Ça a commencé au niveau du bassin, après c'est venu à la jambe maintenant. Comme par magie quoi. Donc je ne bougeais pas, j'étais maintenant à la maison, j'allais d'hôpitaux en hôpitaux, jusqu'à ce qu'après, au bout d'un moment, on me dise que c'était une tumeur cancéreuse que j'avais. J'étais choqué ce jour-là, j'ai dit quoi? Qu'est-ce qu'on me parle là, cette tumeur cancéreuse? C'est après que voilà, ça a éveillé tout soupçon, parce qu'au départ, on me disait aussi que c'est pas très simple. C'est pas très simple, je disais même à mes proches, les gars, je vous mens pas, je sens que c'est quelque chose de, voilà quoi, c'est plus clair en tout cas, c'est plus quelque chose qui va se gérer de manière physique en fait, c'est dans le spirituel maintenant. Et en janvier, c'est-à-dire comment je vais dire ça, l'année qui a suivi, parce que j'ai passé des fêtes, des réveillons réveillons de Noël, réveillons de bonne année avec ça et tout ça. L'année qui a suivi, j'ai une tante à moi qui connaissait un prophète qui était en séminaire chez moi au Gabon et tout ça. Et elle a demandé à ce qu'il passe me voir et tout. Je le connaissais déjà à l'avant parce qu'il me suivait et tout. Je suis quelqu'un de croyant chrétien. Il me suivait à l'époque. Donc quand on s'est revus, il m'a dit ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais en béquille? Toi, c'était toi le sportif là et tout qui joue au foot et tout ça. J'ai dit oui. Il est rentré dans la maison, dès qu'il est rentré dans la maison, quand il est rentré dans la maison, il m'a demandé de lui expliquer, je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé et tout ça, dans les détails comme je vous ai dit là. Et il m'a dit bon, déjà il faut que tu ouvres ton cœur par rapport à ce que tu veux entendre et par rapport à parce que je vous ai dit que j'avais reçu un coup comme par hasard à cet endroit-là, non? Donc moi j'ai commencé à envier celui qui m'a mis le coup en pensant qu'il avait fait en fétiche, vous voyez par là, qu'il m'avait marabouté, je sais pas moi. Et voilà, il m'a dit non, ça sert à rien d'en vouloir à ton ami et tout. Il n'a rien à voir dedans. J'ai dit oh comment vous savez ça et tout ça. Il dit non t'inquiète, pardonne juste à ton ami parce que tu penses qu'il a quelque chose à y voir dedans, mais il n'a rien à y voir. Il y a des gens qui sont passés par le coup qu'il t'a donné pour t'introduire quelque chose. C'est toi qui as un esprit de mort, nanana. J'étais en mode esprit de mort et tout ça, ça parle de grandes choses là maintenant. Il m'a expliqué qu'en gros j'étais le sacrifice de ma famille à cette période-là et que je devais pas finir l'année en fait. Donc je vous ai dit qu'on a fêté le nouvel an et tout ça, voilà. Ils voulaient parce que ça arrivait en septembre, donc ils ont fait en sorte que septembre, octobre, novembre, ça commence à s'accélérer parce que c'est à partir de novembre que je marchais plus. Donc en décembre, en fait, j'ai eu énormément de douleurs. En fait, ils ont accentué le truc, en fait, t'as capté, pour que décembre je passe, en fait, le 31 décembre, je devais passer et tout ça. Le prophète m'a dit qu'il voyait déjà l'enterrement et tout ça. Mais c'était pas mon heure, quoi. C'était pas mon heure. Et Dieu a agi, en fait. Dieu a agi parce que
quand c'est pas ta destinée, en gros, c'est pas ta destinée. Mais j'ai vraiment failli y passer, quoi. Et il fallait que je fasse les premiers traitements. Il fallait que je fasse les premiers traitements dans mon pays d'origine. Et bof, j'ai pas pu les faire, j'ai pas réussi à les faire là-bas. Heureusement, j'ai réussi à voyager. Et c'est au sorti de ce voyage que j'ai réussi à obtenir la guérison. Par la grâce de Dieu, quoi. Donc, ce que le prophète m'avait dit, c'est que c'est un sacrifice de la famille et qu'il y avait également des gens dans ma famille, c'est-à-dire avec de la sorcellerie, et il y avait les loges, la formation, tout ça, je ne maîtrise pas les termes, mais ça va à voir avec la loge, en fait, voilà, des loges en gros, voilà, c'est ça. Et jusqu'à présent, ça reste un mystère pour moi. Ici en France, on a réussi à contrôler la maladie. C'est-à-dire le pays dans lequel je suis, on a réussi à contrôler la maladie. Et là, je vais devoir vivre avec plusieurs séquelles maintenant parce que ça a endommagé des parties assez importantes de mon corps. Mais je remercie Dieu parce que bon, j'ai toujours envie. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour, bonsoir DMG ainsi qu'à toute la communauté DMG. Donc, je vais aller droit au but. Voici mon histoire. Moi, je suis au Congo. Je ne vais pas préciser lequel. Et je suis étudiante en fait en master. Et voilà, j'ai totalisé mes 25 ans cette année-ci. Donc, en fait, pourtant, de base, je suis une personne, je n'aime pas être en communauté, histoire d'amis, etc. et tout. Et il y a pas longtemps, genre, il y a de cela, 3 mois de cela, j'ai eu à faire connaissance avec une amie, en fait. Donc, une amie qui, par la suite, m'a intégrée dans une sorte de mutuelle, en fait, une mutuelle et tout, voilà. Et du coup, à partir de cette mutuelle-là, et en passant, je tiens à préciser que je suis en couple, en fait, et que mon chéri, il vivait à l'étranger. Et à cause de moi, il a dû revenir au pays. Bon, comme par rapport à son travail, il peut exercer un peu partout et tout. Donc, il est revenu et par la suite, on a emménagé ensemble, en fait. Et du coup, quand j'ai intégré la mutuelle, lors des réunions, etc., on se voit, bon, que ce soit la gouvernante de la mutuelle et puis toutes les autres dames, bon, ce sont des personnes qui vraiment paraissaient un peu plus aisées, en fait, qui paraissent un peu aisées, la vie, elles donnent, etc., et tout ça. Et du coup, bon, par rapport à ça, on va pas se le cacher, hein, en tant que jeune fille et tout, ça complexe un peu. On se dit que quand on se voit, d'autres sont en voiture, d'autres font ceci. Tu vois de l'argent quand on va dans des boîtes et tout pour fêter les sorties de mutuelles qui jettent de l'argent et tout. Et du coup, c'est à partir de là que, par exemple, c'est à partir de là que j'ai un peu commencé à avoir des longs yeux. En fait, à me questionner, je me dis, mais finalement, mais comment elles font elles et tout? Pour la plupart même, elles travaillent pas, mais elles font comment ces dames-là et tout? Et une fois, il y a la gouvernante de la mutuelle qui me fait appel, qui me dit, écoute, toi, t'es une jolie fille en fait. T'es jeune, t'es une jolie fille. Et voilà, en fait, j'ai constaté que lorsqu'on sort, que t'es celle qui est tout le temps sur la select en fait. T'es celle qui est en dessous toujours de la moyenne, voilà, tu sais pas bien, etc. Excuse-moi de te le dire ouvertement. Mais c'est juste que quand je regarde ton apparence et tout ce qui va avec, t'es une jolie fille, mais vraiment ça va pas en fait. La vie que tu mènes et ça et tout, ça va pas. Donc si tu veux, écoute, je pourrais te brancher, etc. C'est parce que je t'aime et comme c'est une mutuelle. C'est une mutuelle qui consiste à aller de l'avant, etc., à booster un peu les autres et tout. Donc, je me dis que connaissant ce secret-là, je vais pas te le cacher en tant que ma fille de mutuelle. Donc, en tout cas, si tu veux, je te fais un branchement. Comme ça, voilà, toi-même, tu verras comment ça se passe, etc., et tout. Et puis, voilà. Et par la suite, moi, je lui dis, mais moi, je suis en couple et tout. C'est là qu'elle rigole et dit, mais Amdé est en couple?
Mais nous aussi, pour la majorité, on est en couple, mais tu sais, ça suffit toujours pas, hein. Écoute, si ton chéri, si te rapportait assez, si te donnait assez et tout, mais tu serais pas comme ça, en fait. Toi, tu vois pas que quand on sort, toi, ça va pas, tu sapates un peu, débraillé, etc. Tu vois pas que c'est pas joli comme ça, on n'est pas en harmonie. Donc, voilà, en fait, ce qui signifie que ton chéri, c'est parce qu'il n'en a pas assez. Donc, réveille-toi, tu es une jolie fille, ne fais pas passer ton temps comme ça, ta jeunesse comme ça, inutilement à être là parce que tu as un chéri, etc. et tout, écoute tout ça, genre ça mène nulle part et tout. Et par la suite, moi je rentre à la maison. À ce moment-là, voyons mon chéri, bon, qui par exemple la fin du mois ramène des sous, mais bon, un faible revenu en fait. C'est pas vraiment ça. Des fois, voilà en fait. Et c'est pas, voilà, en fait, quand je dis ça, bon, les gens, ils vont comprendre, quoi. Donc, il peut trouver un petit 30 000 à la fin du mois, il me donne un petit 50 000 francs, il me donne, et puis c'est comme ça qu'on fonctionne. Et j'ai toujours été aisée avec ça, en tout cas. Ça a toujours passé. Et à partir des paroles de ma marraine, en fait, dans la mutuelle, c'est là que ça a commencé à cogiter dans ma tête, etc. Je me dis, mais c'est vrai. Et quand je vois, il y a d'autres jeunes filles comme moi, mais qui sont assez pimpantes et tout, etc. Et 2 jours après, je l'appelle, je lui dis, écoute, je suis partante pour ça, etc. et tout. Et elle me dit, écoute, après-demain, il y a un repas qui va se donner et tout à tel endroit, je vais te faire signe. En tout cas, mets-toi sur ton 31 et tout. Et le jour J arrive. Moi, je l'appelle, je lui dis, écoute, voilà, je vais être honnête, j'ai pas de quoi ça paie, etc. Elle me dit, il n'y a pas de souci, viens chez moi, au vite, en fait. Donc, je me suis dépêchée et tout. Et par la suite, elle m'a prêté ses vêtements à elle et tout, etc. Tout ça, bon, voilà, en fait. Et par la suite, on s'est donc rendu au repas, en fait, au fameux repas. Et tenez-vous bien, en fait, j'ai fait la rencontre de plusieurs grandes personnalités, en fait, voilà, des gens que je ne voyais, qu'on ne voit qu'à la télé, en fait, voilà. Et du coup, c'est elle qui essaie de m'expliquer, écoute, ça là-bas c'est un tel, ça là-bas c'est un tel, donc essaie de regarder ta proie et tout. Je me dis, ah, pourquoi, comment ça? Donc c'est comme ça que ça se passe, c'est un peu genre, je sais pas, une sorte de réseau. Je sais pas, il y a les histoires de proie, une sorte de réseau, donc on va me donner à quelqu'un et tout. Donc, après, du coup, je me suis rendue un peu timide parce que de nature, je suis une personne très timide, en fait. Et du coup, après, il y a un monsieur qui m'accoste, qui me dit, écoute, jeune fille, etc. et tout, il y a monsieur un tel qui veut vous parler et tout, etc. Donc, ne vous agitez pas, ne vous retournez pas, soyez posés et tout, etc. et tout. Le monsieur me parle et tout. Et par la suite, je dis, écoutez, moi, je ne peux pas aller, en fait. Je ne peux pas aller. Je ne veux pas attirer l'attention. Donc, s'il y a possibilité d'être en contact et tout, après, il me dit, OK. Il va prendre la carte de visite et après, il vient me donner du monsieur. Arrivé à la maison, j'appelle le monsieur et tout. Donc, le lendemain, le monsieur me dit, est-ce qu'on peut se voir et tout, on se fait un resto. Automatiquement, j'étais partante direct, en fait. J'ai appelé ma marraine, elle me dit, ouais, OK et tout, etc. Et en tout cas, elle était toute contente pour moi. Et par la suite, je me rends donc au resto et tout, on mange, donc pour cette première fois. En tout cas, pour ma première impression concernant le monsieur, il m'avait l'air tellement arrogant. Il parlait de lui, il parlait d'argent, il parlait de ci, de ça. Moi, j'ai ci, je fais ceci pour les femmes. Quand j'aime une personne, je fais ci, je fais ça. J'ai beaucoup d'argent et tout. En tout cas, après, il me dit, écoute, je suis très taquin, faut pas prendre ça dans un sens bizarre et tout. Après, je me suis dit, bon, peut-être c'est le fait qu'il soit taquin, c'est sa manière à lui d'être un peu séduisant, de se vanter un peu ou de vanter sa richesse et tout. Donc moi, ça me posait un problème, mais pas trop, genre un petit 50-50 en fait. Et par la suite, quand on finit, il me dit, écoute, moi je vais rentrer, donc si tu veux, je te dépose et tout. Je dis, bah non, enfin, tactique de toutes les femmes, si on te dépose, c'est genre, t'auras plus rien, quoi, en fait. Et après, je dis, non, ça va, je vais prendre mon taxi et tout. C'est là qu'il sort. Il compte 200 000 francs, en fait. Il compte 20 billets. Et après, il me donne, en fait. Il me dit, tiens, tu prends un taxi, genre, tu te déplaces avec. Et arrivé à la maison, tu me fais signe, tu m'appelles. Je dis d'accord, ok, merci. Je rentre à la maison, j'arrive chez moi et tout. C'est là que j'ai commencé à cogiter. Je me dis, mais putain, en fait, mais cette histoire, elle était réelle finalement. Mais si le monsieur, juste pour une première fois, il n'y a eu ni contact, ni rien, zéro bisous, zéro contact et tout, mais en fait, mais il me donne 200 balles comme ça, mais en fait, c'est irréel et tout. J'étais tellement contente. Et par la suite, j'appelle ma marraine, je prends un petit 50 000 francs, je donne à ma marraine et tout. Et après, c'est elle qui m'incite, qui me dit continue comme ça, c'est bien et tout, etc. et tout. Et par la suite, ça a continué comme ça, hein, ce mouvement-là. Donc, on a eu à se voir au moins 3 fois avec le monsieur. Et c'était toujours le même rythme, en fait. Quand j'arrive et tout par la suite, il me donne toujours le même montant pour prendre mon taxi. Et après, ça commence à captiver mon esprit. Et
lors de notre 4e rencontre, il me fait appel chez lui, il me dit, bon, il est temps que tu viennes connaître chez moi et tout. Écoute, moi, j'ai pas de femme. Bon, j'ai une femme, mais vient d'étranger, etc. et tout, nanani, nanana. Donc, tu peux passer chez moi à la maison et tout. Il me dit ça, je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Et d'accord, et du coup, j'arrive chez lui, je prends un taxi, j'arrive chez lui. Bon, on discute. Après, il me dit, qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie, etc. Moi, j'étais contente. J'ai dit, mais putain, en fait, mais franchement, qu'est-ce que je vais faire dans la vie, mais finalement, c'est la chance de ma vie ou quoi et tout. Et après, à l'instant, en même temps, j'étais en train d'écrire à ma marraine et tout. Ma marraine me répond directement, elle me dit, dis-lui que tu veux vendre des mèches, des tissages, des perruques et tout, que ça coûte cher, etc. Et je lui dis ça, il me dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, écoute, va évaluer. Tu me dis, au moins, ça pourrait faire combien? Après, voilà, je rentre à la maison le lendemain et tout. Je l'ai fait par message. Je l'écris par message. Ça fera tant. Il me dit, écoute, c'est mieux qu'on se voit. Comme ça, on en parle en face. Et quand j'arrive, je dis, ça fera au moins quelque chose de 1 200 000. Plus, je sais pas, pour un début, je pourrais commencer à aller, par exemple, en Angola et tout, etc. Après, il me dit, 1 200 000, je pense pas que ça va aller. Est-ce que 1 500 000, ça va t'aller? Et est-ce que ça va t'aller? Je dis, bah ouais, ça va aller et tout. Après, il me dit, mais tu sais, depuis qu'on se connaît, on s'est pas encore fait de bisous, etc. et tout. Est-ce que j'ai au moins droit aujourd'hui à un petit bisou ou soit même à sucer ton sein? En tout cas, il me disait ça souvent par la blague. Tout le temps, il me parle plus de sucer mon sein que le bisou dans la bouche, en fait. Après, je me dis, mais ça, c'est quel homme? On se voit, enfin, il n'y a pas vraiment eu d'affinité, mais il me parle que de sucer mon sein, etc. Même pas le bisou, genre, je t'embrassais, mais c'est tout le temps sucer mon sein. Après, bon. Et puis, du coup, je me rappelle de quelques séquences, parce que tout le temps, moi, je suis une accro à la chaîne DMG, en fait. Donc, souvent, il y a pas mal d'histoires que j'ai eu à écouter similaires, genre, le monsieur a sucé le sein, etc. Par la suite, il s'est passé des choses bizarres et tout. Et du coup, ça commençait un peu à me bougeoter la tête et tout. Après, je me dis, bah. Et à l'instant, en fait, je lui dis, bah écoute, accorde-moi un peu de temps et tout, je vais, ce qui est sûr, on va le faire et tout. Il me dit, il n'y a pas de souci. Après, il me dit, oh, écoute, aujourd'hui, tu rentres à la maison, demain, je t'envoie mon chauffeur pour venir te déposer l'argent et tout. Il viendra te déposer 1 500 000 et tout, il va te déposer ça, comme ça, tu vas commencer avec ton commerce et tout, etc. Je dis vraiment, merci beaucoup. J'étais tellement aux anges, tellement sur mon nuage, en fait. Moi, j'ai déjà fait mes calculs, quand j'aurai l'argent, je bloque son numéro et tout. Donc, c'est ce que je m'étais dit, en fait. Et par la suite, quand j'arrive à la maison le lendemain, donc comme c'est un samedi, le lendemain, donc le lendemain, ça tombe un dimanche et tout. Le lendemain, comme ça, bon, pourtant, je vais à l'église au hasard comme ça, mais ce jour-là, en tout cas, quand je m'étais réveillée, bon, j'étais animée par un esprit, je dirais, bienveillant en fait. Je pense que c'était la volonté de Dieu. Je me suis réveillée, je suis partie à l'église. Arrivé au culte aux environs de 10 heures, il m'appelle parce que lui, il m'avait dit que il va me faire signe genre à 10h30 en fait, que le chauffeur viendra me déposer l'argent et tout. Et du coup, arrivé au culte et tout, aux environs de 10 heures, il m'appelle. Il m'appelle pour connaître ma position. Bon, moi, je ne pouvais pas laisser l'appel comme ça. J'ai décroché, je suis sortie de l'église, de la chapelle. Après, j'ai décroché. Et quand je décroche, il me dit, mais c'est quel bruit ça et tout, etc. Je dis, ah, excuse-moi, je suis à l'église et tout. Si je peux te rappeler, je finis. De toute façon, j'ai pratiquement fini. C'est la bénédiction de la fin et tout. Donc, mais si le chauffeur, il veut, il pourrait passer me déposer ça à l'église. Et quand je dis ça, bizarrement, quand il entend le mot église, en tout cas, il se fâche, il me dit, je sais pas, il me raconte, il me dit, t'es une fille très désordonnée. En tout cas, il a été très mal poli, très déplacé avec moi. Et après, il m'a raccroché au nez. Quand il m'a raccroché au nez, je dis, ah, mais franchement, les personnes riches là, mais est-ce que ça te donne le droit d'être mal poli avec moi? Il y a quoi de mal à se rendre dans une église et toi à prier? Après, j'ai dit, bon, c'est moi qui suis dans le besoin. Dans tous les cas, j'ai appelé. Je rappelle jusqu'au mois 17h. Il décroche pas, en fait. Et aux environs de 18h, il me fait un message du genre, vraiment, tu es très désordonné, je n'aime pas des personnes comme ça. Tu sais, si toi et moi, tu veux qu'on puisse s'entendre et tout, sois correct. Et quand tu dis un truc, ne sois pas désordonné et tout. Je comprenais pas, en tout cas, le désordre dont il parlait. En tout cas, je comprenais pas. Mais il s'était vraiment fâché. Et par rapport à ça, il me dit, dans tous les cas, je peux te donner ça en face, viens chez moi à la maison, comme ça on en parle et tout. Directement, en fait, ça c'était genre à 17h en fait. Et à 17h là, on parlait, voilà, il me dit, tu viens demain chez moi à la maison et tout. Et le lendemain, je me réveille, je me rends chez lui, et on parle, par la suite, on parle. Et en parlant, il me dit, j'ai vraiment réfléchi, tu sais, ma chérie, j'ai vraiment réfléchi. Je me dis que 1 500 000, ça sera beaucoup trop petit, vu le voyage, le billet d'avion, etc. Est-ce que ce serait pas mieux que tu partes directement à Dubaï, où on vend ça en gros, ces histoires-là et tout. Je connais pas trop les histoires de filles, mais après, je connais que c'est là-bas que ça se vend, etc. Donc, est-ce que tu penses que
Et puis, j'ai vraiment réfléchi parce que tu sais, c'est comme je t'avais dit, dès les premiers instants qu'on s'était vus, les premiers instants qu'on s'était vus, toi et moi, quand on avait parlé, je t'avais dit que je suis une personne, quand j'aime une fille, vraiment, je mise à fond pour elle, vraiment, je débloque tout, je veux qu'elle soit prospère et tout. Donc, j'ai décidé comme ça que c'est mieux que tu ouvres un salon de coiffure. Je ne sais pas comment tu trouves ça. Je sais pas, une boutique de vente, un truc, voilà, les histoires de vente en ligne, non. C'est mieux que tu aies un petit local où tu vas faire ta vente et tout. Mais après, je dis, aïe, mais ça là, avec 1,5 million, je pense pas que ça va aller. Je vais commencer avec un petit fonds de 1,5 million. Par la suite, quand ça va donner, je vais trouver un local et tout. Il me dit, après, il rigole, il me dit, mais toi, tu me prends pour qui? Toi, apparemment, tu me connais pas et tout. Moi, je suis un tel et tout, etc. En tout cas, c'est un grand monsieur et tout de cette république et de cette république en tout cas. Genre dans le gouvernement en fait, si on peut dire ça comme ça. Et après il me dit, je sais pas, est-ce que tu penses que pour 9 millions, est-ce que tu penses que pour 9 millions ça va t'aller? Avoir un local, payer tout ce qu'il faut, pas seulement des mèches, mais je pense que tu pourrais essayer de diversifier le contenu de ce que tu vas vendre et tout. Quand il me dit ça, ma tête, en tout cas, j'ai eu des violents maux de tête. J'ai dit, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai écouté? J'ai dit, mais merde. En tout cas, voilà. Voilà, en tout cas, vous pouvez essayer d'imaginer en fait ma réaction à l'instant en fait. Donc du coup, à l'instant de sa phrase en fait. Quand il me dit ça, en tout cas, je n'arrivais plus. En tout cas, je n'arrivais plus. Et par la suite, il me dit quoi? Il me dit, quand il finit de parler, directement, quitter d'une conversation, si on peut appeler ça professionnelle, on parlait d'un truc, voilà, de professionnalisme, etc. et tout. Automatiquement, il quitte de là, il me dit, mais tu sais, en même temps, tu sais, depuis qu'on se connaît, tu m'as jamais fait ni de bisous, ni rien du tout, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, au moins, j'ai droit, même si on va pas faire l'amour, mais est-ce que j'ai droit au moins à sucer ne fût-ce que ton sein? Il a encore répété la même chose, histoire de ton sein. Moi, je me dis, après, en même temps, comme d'hab, il y a ce côté-là DMG qui a commencé à revenir, à reprendre surface, les histoires sur DMG, les histoires bizarres et tout. Et en même temps, le diable n'est jamais loin. Il y a un esprit qui a pris le dessus, qui m'a dit, mais toi, de quoi tu parles en fait, ma belle? De quoi tu me parles, voilà? Ça te parle de 9 millions là. Là, si tu dis même 10 millions, si tu proposes ça, il va accepter. Le monsieur, il est fan de toi. Moi, en tout cas, c'est ce que je me dis. Il est fan de toi, de toute façon, lui-même, sans que tu ne demandes cette somme-là. Il te propose 9 millions. Et toi, tu vas me parler, je sais pas, de DMG, etc. Arrête-moi avec cette image-là de DMG, en tout cas. C'est quoi, en fait? Même si il te parle que de sucer le sein. Et puis, même si c'est je sais pas, faire l'amour, ça fait quoi? Regarde un peu la somme et tout qu'il te propose, putain. Et après, à ce moment-là, je me dis, mais... Je me dis, en tout cas, il y a ces deux esprits-là qui se battaient. Et ce qui est sûr, je peux vous rassurer que le côté mauvais de Satan, il avait gagné en fait. Voilà, j'ai été en tout cas dominée. Mais à l'instant, pour moi, bizarrement, j'ai dit, bon là, je me sens pas en forme. Donc j'ai dû mentir, j'ai dit, comme je suis indisposée, je règle et tout, je suis indisposée. Moi, en général, quand je suis indisposée, genre, il y a mes seins qui, voilà, les tétons me font mal, etc. Donc si tu suces, en tout cas, j'aurai super mal. Et comme aujourd'hui, on peut dire que c'est le dernier jour, demain, je pense que ça ira. Demain, on fera tout ce que tu veux. Et j'étais décidée, j'étais décidée, j'ai dit, demain, c'est demain. Il me dit, il n'y a pas de souci. Il répète le même rythme, il prend la même somme du taxi qu'il a l'habitude de me donner en fait. Je rentre chez moi tranquillement et Paul en l'air, donc tout ça, en tout cas, je me sentais plus en fait. Et quand j'arrive à la maison, comme d'hab, je prends 50 000 francs et tout, je fais un dépôt à ma marraine, la gouvernante de la mutuelle et tout. Et du coup, voilà en fait. En tout cas, dans la mutuelle, j'étais devenue un peu à la une et tout, donc vraiment, la petite, elle devient forte et tout, etc. Donc moi, c'est ça qui me donnait la grosse tête, qui me poussait à continuer en tout cas dans cette bêtise-là. Et du coup, j'arrive à la maison et tout, cette nuit-là. Donc le lendemain, c'était le jour J où voilà, j'étais censée sortir pour aller faire voilà, ces histoires-là et tout. J'étais décidée, en tout cas, je me disais qu'il n'y a rien qui va m'arrêter là. Moi, demain, je vais partir. On parle quand même de 9 bars là, en fait. Moi, ça, si je pense ça, je me retrouve directement au Canada. Moi, en tout cas, j'étais décidée, je ne pensais plus à rien. J'ai pratiquement oublié que j'avais un copain, que j'étais en couple, en fait. Et du coup, arrivé à la maison, je m'endors.
Et quand je dors, le lendemain, non, avant de dormir, qu'est-ce que je fais? Je devais prier, un esprit qui me dit, prie avant de dormir et tout, prie pour cette histoire. J'ai dit, non, si je prie là, en tout cas, connaissant le Seigneur, il viendra m'arrêter, il va envoyer un signe qui va me pousser peut-être à ne plus faire des fois les histoires bizarres. Après, la peur va prendre le dessus, après, et puis voilà, en fait, non, je vais pas prier. Après, bon, quand même, avant de dormir, je vais pas mentir, j'ai dit, Seigneur, je sais pas dans quoi je m'emballe, mais moi, je sens que ça, c'est la chance de ma vie, en tout cas. On parle quand même de 9 bars. Bon, tu pries, mais tu imposes encore à Dieu. Je dis, mais on parle quand même de 9 bars, là, en tout cas. Donc, vraiment, demain, moi, je fonçais demain, en tout cas. En tout cas, demain, je fonce. Vraiment, guide-moi. Mais par la suite, en tout cas, ma dernière phrase avait été celle-ci. J'ai dit, guide-moi, Seigneur. Le lendemain, je me réveille. C'est mon chéri qui me dit. C'est mon chéri qui me réveille vers 8 heures. Il me réveille. Comme lui, son travail, c'est à partir de 11h, quelque chose comme ça et tout. C'est mon chéri qui me réveille, il me dit, mon cœur, réveille-toi et tout. En tout cas, j'ai fait un très mauvais rêve te concernant. Je dis, lequel et tout. Il me dit, je reste tranquille, je l'écoute attentivement. Il me dit, t'avais reçu un appel, moi j'étais genre dans la salle de bain, je me douchais, mais toi tu parlais sur haut-parleur. Il y a un monsieur qui te criait dessus, qui t'avait dit, genre, qui te menaçait, qui t'avait dit, tu as pris mon argent. Mais par contre, dans le rêve, genre, mon chéri me dit, le monsieur t'avait donné beaucoup d'argent, mais il parlait d'1 million. Le monsieur t'avait dit, genre, tu as pris mon argent, tu as pris 1 million, et toi, du coup, tu veux me faire ce que tu fais. Qu'est-ce qu'on s'est entendu? Tu savais pas que dès lors que tu avais pris mon argent, que tu avais signé un pacte, que tu viens de signer un pacte, ah, tu ne savais pas? Et du coup, toi, tu as essayé de te débattre. Non, c'est parce qu'on s'est entendu. Le monsieur, il t'a dit, tais-toi, en fait. Donc, tu croyais que c'était gratuit, en fait. Moi, je t'ai donné mon argent. Toi-même, tu avais accepté de faire ce troc-là. Et subitement, tu veux me faire, je ne sais pas, des chichis. Sache que tu acceptes ou pas, je vais prendre ce que tu étais censé me donner expressément, c'est-à-dire de mon propre gré, sans même ta volonté à toi. Donc, je vais prendre Nako, en fait. Je vais prendre ça et tout. Et du coup, vous avez commencé à vous débattre et tout. Moi, je sors même de la douche dans le rêve et tout. Je dis, mais mon cœur, qu'est-ce qui se passe? Et toi, tu raccroches. Non, toi, tu me dis, mais c'est le monsieur là qui me menace, etc. et tout. Et du coup, c'est ça même qui m'a réveillée parce que, voilà, en fait. Et quand il m'explique ça, DMG, je me suis mouillée. Il me dit, le monsieur avait l'air tellement violent, il a dit, tu ne peux même pas me fuir. Sache que dès lors que tu avais pris mon argent, tu avais signé un pacte. Et sache que le troc que toi-même tu as signé de toi-même ton propre gré, de toi-même tes propres doigts, moi je vais le récupérer de gré ou de force en fait. Et après, quand il me dit ça, je dis, récupérer, ça c'est quoi qui peut récupérer de gré ou de force? Déjà, si c'est violé là, non. Si c'est peut-être coucher avec moi par force, déjà ça, il peut pas faire, connaissant la personne et tout. Mais c'est quoi qui peut récupérer en moi de force comme ça, en fait? Après, je dis, ça c'est peut-être l'âme ou je sais pas, l'esprit, les histoires que je vois sur DMG et tout. Ah, après, en tout cas, ça commence à se chambouler dans ma tête. Et de l'autre côté, il y a ce même esprit qui me dit, ma belle, ne t'occupe pas de ça. Fonce, on te parle de 9 bars. Fonce. Ça c'est le diable qui veut t'embrouiller pour rater la chance de ta vie. Après, quand il me dit ça, DMG, je me suis dit, j'ai prié au fond de moi. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force, en tout cas. Je n'arrive pas, en fait. Je n'arrive pas. J'ai envie de partir. Il y a l'autre côté qui se bat. Il y a les deux côtés qui se battent. Mais Seigneur, si vraiment c'est ta volonté que je ne puisse pas partir, si vraiment tu ne veux pas que moi je mette pied dans la parcelle de ce monsieur, en tout cas, je ne sais pas comment faire. Vraiment, crée quelque chose que je ne parte pas. Et subitement, j'étais sur le lit, en fait. J'étais alitée. J'ai mangé, mon chéri m'a fait le déjeuner et tout, j'ai mangé. Je n'ai pas compris, je me suis couchée, j'ai dormi, DMG. Et quand je me réveille aux environs de 17h, vers 18h, je me réveille aux environs de 17h30 comme ça, fort en fait. Je me réveille, DMG. J'appelle, directement je me réveille en fait. J'essaie d'appeler le monsieur. J'appelle, il décroche pas. J'appelle, il décroche pas. Et vers 20h comme ça, il me fait un message sur WhatsApp. DMG, il me lave. Il m'insulte, c'est-à-dire il m'insulte, il me ridiculise, il dit tu es idiote. Je maudis le jour où je t'ai connu, où j'ai fait ta connaissance. J'ai vu des filles, mais toi tu es parmi les plus idiotes des connaissances que j'ai eues, en tout cas des jeunes filles que j'ai eues. Comme connaissance et tout, tu es très bête, etc. Si tu penses que la vie, elle est facile, etc. Il m'a dit des choses, des absurdités. Donc, je n'en revenais pas. J'ai dit, oh. Mais après, j'ai écrit, mais tu m'insultes pourquoi? Il me dit, on avait un rendez-vous et tout, comment tu peux me foirer le rendez-vous et tout? Il m'insulte, DMG, il m'insulte. Et quand il m'insulte,
J'ai compris. Après, il me dit, je regrette le jour où je t'ai connu. En tout cas, ne m'écris plus jamais, etc. Comme ça, seulement comme ça. Il me dit, ne m'écris plus jamais. Quand il me dit ça, DMG, je suis tombée des nues, en fait. Je suis tombée des nues. Et après j'ai raccroché. Quand j'ai raccroché, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis, en fait? Il me fait un message, j'ai des notes vocales et tout, etc. Et après, il me dit, ne m'écris plus jamais. J'ai laissé comme ça, en fait. Et la nuit, en tout cas, j'ai fait un rêve bizarre et tout. Le lendemain, j'ai couru chez mon père spirituel. Il était même étonné parce qu'il y a fort longtemps, je vais très rarement à l'église, en tout cas. Il me voit et tout. Après, je lui explique la situation. Il prie pour moi et tout. Il prie, on prie, on prie. Et par la suite, il me dit, voilà, il m'explique ce qui était censé se passer, etc. et tout. Et en tout cas, en bref, voilà, j'ai remercié Dieu. J'ai dit vraiment, Seigneur, vraiment merci, j'ai compris. Vraiment, j'ai compris. Et grâce à la chaîne DMG, tout ce que j'ai écouté, parce que c'est ça tout le temps qui se battait dans ma tête et tout. Donc vraiment, je sais pas quoi dire en tout cas, je sais pas quoi dire. Et en tout cas par la suite, en passant, il y a mon père même spirituel qui m'a dit, sors dans cette mutuelle-là. Cette mutuelle-là, elle a commencé comme ça dans les histoires de branchement. Et par la suite, ça sera quoi? Ça sera des sectes. Quand tu vois toutes ces dames-là qui sont dedans, dans cette mutuelle-là, ce sont des dames qui ont, en fait, c'est pas seulement les branchements, en fait, c'est par là qu'elle a commencé. Mais derrière ça, il y a d'autres choses, en fait, voilà. Parce que ces grandes personnalités-là, c'est pas n'importe qui sort avec eux. Il faut avoir des grégues dans le corps, il faut être dans des sectes, il faut se protéger, faut. Donc, tu devais atteindre un niveau où toi aussi, tu allais être obligé de faire ces choses, etc. Ou ta marraine, là, elle devait voilà, t'emmener dans d'autres chemins. Donc, il faut que tu sortes de là. Et quand j'ai présenté cette décision-là à ma marraine, j'ai dit, je veux sortir. Elle était très fâchée et ultra déçue de moi. Mais par la suite, voilà, c'était ma parole. En tout cas, j'ai dit, je sors. En tout cas, je sors. Et quand je suis sortie de là, j'ai quitté la mutuelle et j'ai bloqué la marraine. J'ai bloqué toutes les dames de cette mutuelle. J'ai bloqué de partout. WhatsApp, tout, partout. Les appels, j'ai bloqué de partout, en tout cas. Plus rien à faire avec eux et tout. Et voilà. Et aujourd'hui, quand je vois mon chéri, en tout cas, je regrette vraiment et je dis vraiment que le bon Dieu me pardonne et que voilà, j'ai été vicieuse. J'étais vicieuse à cause des mauvaises fréquentations et vraiment, je tiens à dire à toute la communauté DMG, à tous ceux qui écoutent, vraiment, ça peut arriver à n'importe qui, fille comme garçon. De nos jours, les gens sont devenus tellement mauvais, tellement bizarres, vraiment, faisons ultra attention, ultra attention. Contentons-nous de ce que l'on a. Quand on a nos petits chéris, battons-nous avec eux, vraiment, encourageons-les, en fait. Et voilà, demain, ça ira. Si aujourd'hui, ça va pas, voilà. Au moins, par la grâce de Dieu, voilà, toi-même, tu peux te battre, tu fais des petits boulots, etc., etc. Et vraiment, voilà, en fait, en tout cas, c'est un peu ça. Et du coup, vraiment, soyons très, très prudents parce que ce type de loups-là, ils sont devenus de partout. Ils sont partout, ils se sont renversés de partout. Et ils font du mal à n'importe... C'est-à-dire de partout. Peut-être moi, par la grâce de Dieu, j'ai été sauvée des griffes de ce monsieur, en fait. Mais qui sait, si par exemple, il était tombé sur une autre fille qui, je sais pas, en fait, sur une autre jeune fille comme moi. Voilà, qu'est-ce qui serait arrivé, par exemple? On ne sait pas. Donc, peut-être qu'elle, elle devait s'emballer à 100%, parce que je tiens à préciser, moi, mon chéri, il prie beaucoup. C'est une personne vraiment qui prie beaucoup. Et par cette grâce-là, il a fait un rêve, et un rêve qui, moi, m'a sauvée, en fait. Mais d'autres personnes aujourd'hui n'ont pas eu cette chance-là d'échapper à ce type de manigance-là. Donc vraiment, faisons très très attention. Et c'est un peu ça en fait. Voici un peu l'histoire que j'avais à raconter. Elle ne date même pas de 2 semaines. En tout cas, elle ne date même pas de 2 semaines. Ça s'est passé. Là, on n'a même pas encore atteint en tout cas les 2 semaines. Et du coup, donc c'est une histoire assez récente. Et donc, voilà, d'où j'étais allée chercher les numéros que DMG met sur ses comptes YouTube. Et j'ai pris, et du coup, voilà, c'est pourquoi j'étais venue raconter mon histoire. Donc, vraiment, là, à toute la population, vraiment mondiale, si je peux dire ça comme ça, faisons ultra attention parce que le mal est partout, en tout cas. Et merci à tous, en tout cas. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour à tous, bonjour DMG, j'espère que vous allez tous bien. Du coup, là, aujourd'hui, je me lance pour raconter mon histoire. Ça va faire peut-être, je crois, 1 mois ou 1 mois et demi que je vous suis un peu sur YouTube. Et voilà quoi, je me suis rendu compte que j'ai pas mal d'histoires aussi à vous raconter. Mais là, je vais vous raconter d'abord cette première histoire. Et prochainement, je pense que je raconterai encore d'autres histoires. Bon, là, cette histoire, en fait, voilà, me concerne. Là, aujourd'hui, j'ai 26 ans, je suis en France.
Et cette histoire s'est passée quand j'avais 3 ans, entre 3 et 4 ans, 3 ans et demi par là, en Côte d'Ivoire. Donc j'ai un peu des trous. Personnellement, j'ai quelques souvenirs, mais le reste de l'histoire, c'est ma mère qui m'a fait un peu expliquer. Donc du coup, là, l'histoire se passe où? L'histoire se passe à Abidjan, en fait, chez ma grand-mère. Mes parents et moi, on vivait à l'intérieur du pays. Et avant que mon père soit en fait affecté, mes parents ont vécu en fait à Abidjan. Du coup, je suis né à Abidjan et tout. Du coup, j'ai mon pédiatre à Abidjan. Donc là, on allait au fait, lorsqu'on rentrait sur Abidjan, on allait tout le temps chez ma grand-mère. Voilà, c'était le seul endroit en fait, voilà. Et voilà, où je pouvais voir mon pédiatre tranquillement. Sauf que chez ma grand-mère, elle n'avait pas un grand appartement. Elle avait un appartement, on va dire, maximum deux chambres. Et à cette période-là, les frères de ma mère, en fait, étaient encore, ils n'étaient pas encore adultes, ils n'étaient pas encore mariés. Donc, du coup, tout le monde vivait là. Donc, dans la chambre, en fait, dans une chambre, il y avait plusieurs lits superposés et tout ça. Donc, tout le monde dormait là. Vous savez comment ça se passe en Afrique, certaines qui dorment au salon et tout. Donc, voilà. Donc, moi, je dormais avec ma mère, en fait, dans la chambre. Et il y avait aussi la fille de ménage qui dormait aussi avec nous sur un lit, là, sur un des lits. Faut dire que la fille du ménage, elle était tellement bien traitée, mais moi, en fait, je savais pas que c'était la fille du ménage. Pour moi, c'était un membre de la famille. Donc là, l'histoire, ma mère, elle me dit qu'un jour, la fille, elle est sortie avec moi. Elle est sortie, on va dire, depuis, je pense, soit en début d'après-midi ou bien depuis le matin. Et elle n'est pas revenue. Je pense que c'était son jour de repos, son jour off, on va dire. Donc du coup, la fille, elle a décidé, au fait, voilà, elle est sortie avec moi, on s'est baladé et tout ça. Et les gens n'arrivaient pas, en fait, à la retrouver. On ne savait pas où elle était allée avec, surtout avec l'enfant. Ma mère dit, mais où est-ce qu'elle est partie avec l'enfant et tout? Et je crois que son numéro, en fait, ça passait pas, ou bien elle n'avait pas de téléphone à cette époque. Parce qu'il faut dire, on était dans les années 2002, 2003. Oui, 2001, 2002 par là, on va dire. Donc la fille, on la retrouvait pas, ça prenait du temps, et voilà. Donc les gens s'inquiétaient. Moi, je me souviens que ce jour-là, avec la fille, on était en fait allé dans son quartier. Faut dire que son quartier, pour les Ivoiriens qui vont me suivre, c'est quand même assez loin. Je pense que son quartier, c'est, si je me trompe pas, on va dire c'est très loin. On va dire par exemple Makori, Yopougon, distance Makori, Yopougon par là, on va dire ça. Donc c'est quand même assez long. Et ce jour-là, moi, je me souviens, on a pris un bus. Et c'était la première fois pour moi de prendre un bus. J'étais tellement content. Quand je suis rentré, ma mère me dit oui, que j'étais tellement content. Je disais à tout le monde, oui, j'ai pu monter dans le bus. C'était la première fois. Et du coup, les gens se moquaient de moi. Regardez-moi ce dago là. C'est la première fois qu'il monte dans un bus. Donc du coup, la fille, on arrive dans son quartier. Ce jour-là, je sais qu'il pleuvait un peu. C'est pas cette histoire, depuis que je vous suis, en fait, cette histoire me revient tout le temps en boucle. Je sais pas pourquoi. Je cherche à fouiller, à savoir ce qui s'est passé. Mais bon, malheureusement, je me souviens pas de tout. Donc, comme je disais, on est arrivé dans son quartier, en fait, la fille. Et elle m'a fait balader on va dire, chez tout le monde, chez plein de personnes. Me présenter à plein de personnes. Et moi, franchement, quand on dit les enfants sont très naïfs, les enfants sont naïfs. Moi, franchement, j'étais un enfant très jovial qui aimait aller chez les gens et tout ça, qui souriait à tout le monde. Donc, du coup, je me souviens, ça, par contre, je me souviens de ça, elle m'a promené, au fait, dans plein de maisons. Salut ses voisins, elle est passée partout. Et après, du coup, les gens aussi, qui étaient contents. Je me souviens qu'il y avait des gens qui me souriaient et tout. Je pense que j'ai joué aussi avec des gens, je sais plus. Et après, on est rentré à la maison. Et ma mère, elle a dit il y a quelques jours, soit le lendemain, mais quelques jours plus tard, la fille, au fait, voilà, il se faisait tard, tout le monde dormait et tout. Donc, ma mère, elle était couchée sur un lit, je crois, avec une de ses sœurs. Et moi, en fait, la fille, en fait, je dormais à côté d'elle. Pour vous dire à quel point c'était devenu un membre de la famille. Donc, je dormais avec la fille. Je dormais même pas avec ma maman. Je dormais avec la fille, au fait. Et du coup, ma mère qui dit qu'elle entend des voix, la fille en train de parler dans son sommeil.
Donc elle s'est réveillée, elle entend la fille qui dit venez payer le sang, venez sentir, venez voir comment le sang sent bon, regardez comment ça sent bon, regardez comment c'est beau, regardez comment le sang est joli, venez payer le sang, venez payer le... Ma mère, elle avait peur. Elle dit, ah, c'est quoi cette histoire? Donc du coup, là, elle l'a mis, elle s'était cachée avec le drap et regardait au fait. Et la fille dormait, et c'est dans son sommeil qu'elle parlait, venez payer le sang, venez payer le sang. Et elle priait. Donc le lendemain, on devait aller chez le pédiatre. Et du coup, ma mère qui dit au fait à la fille, va laver l'enfant. Elle m'avait jamais lavé au fait. Va lui prendre sa douche. Va lui faire prendre sa douche. Va le laver. Donc la fille était toute étonnée. Donc elle finit de me laver. Elle vient me donner à ma mère. Ma mère dit, quand tu laves l'enfant, tu ne l'habilles pas. Voici ses habits, habille-le. Donc la fille, elle m'habille. Donc on va au fait chez le pédiatre. On revient. Je dis qu'on a pris, on va dire, peut-être 3, 4, 5 heures par là, comme ça, on va dire. Parce que le temps, les attentes et tout ça. Donc on revient, on ne voit pas la fille. On dit que la fille, elle allait faire des courses et tout. Elle ne revient pas. Elle n'est plus revenue. La fille est partie, elle n'est plus revenue. Donc du coup, ma mère, elle explique ça à sa maman, en fait. C'est ce qui s'est passé dans la nuit. Et ses frères, ils ont dit, non, toi, tu vois toujours les choses comme ça. Elle dit, c'est quoi du tout? Toi, tu vois tout le temps les choses comme ça et tout. Que eux, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu. Donc, du coup, la fille, elle était partie. Elle n'a même pas pris ses affaires. Donc, ma grand-mère, là, qui est appelée, au fait, je crois, un membre de la famille de la fille, pour lui dire, il faut que la fille passe. En fait. Voici ce qui s'est passé. Venez récupérer ses affaires ou bien venez nous expliquer. Donc, les gens sont venus, ils ont expliqué, ils ont présenté des excuses. Oui, que la fille, c'est une sorcière. Ils ont essayé de la soigner, d'enlever sa suelle, mais malheureusement, c'est pas... Voilà, quoi, ça n'a pas marché. Et du coup, et ils l'ont laissé aller travailler chez les gens. C'est ça que j'ai pas compris. Donc là, finalement, je sais pas comment ça s'est passé, mais l'histoire, elle est passée et tout. La vie a continué et tout ça tranquillement. C'est juste... cette histoire a juste interpellé au fait les parents. Même si la nounou, elle est tellement gentille et tout, faut faire très attention. On ne sait pas. Peut-être que la fille, elle m'a fait quelque chose, on ne sait pas. Et comme Dieu protège les enfants, donc qui sait? Donc du coup, le raisonnement en fait qu'on s'était dit avec ma mère, c'est que quand elle m'a baladé dans son quartier, c'était pour présenter la marchandise, peut-être. Et puis plus tard, il devait se passer quelque chose. Mais comme on dit, Dieu protège les enfants. Donc il s'est rien passé. Moi, ma vie a continué et tout tranquillement. Et puis on n'a pas entendu, on n'a plus parlé d'elle et tout. On n'a plus parlé d'elle, on n'a pas eu de ses nouvelles. Je me souviens juste de son prénom. Depuis j'avais 3 ans, mais je me souviens de son prénom. Mais son visage, je me souviens vraiment plus. J'étais trop enfant. Donc c'est juste pour interpeller les parents. Même moi, je disais à ma mère, mais toi, tu entends quelqu'un qui est en train de dire qu'elle couche à côté de ton enfant, venez payer le sang. Regardez comment le sang est joli, le sang sent bon, venez payer. Tu fais rien. Donc c'était vraiment ma petite histoire. Donc les parents font très attention. Et merci bien. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir DMG, j'espère que tu vas bien et les abonnés aussi. Donc c'est une autre abonnée depuis le Gabon. Alors moi je viens pour une histoire que j'ai vécue lorsque j'étais petite parce que actuellement je suis déjà grande, je travaille. Donc à l'époque j'étais très jeune, je pense que j'étais en 6e, quelque chose comme ça. Alors maman avait une amie voisine, on était voisines, nous vivions à l'époque en province. Donc c'était une amie à maman avec qui on s'entendait bien, avec ses enfants aussi. Donc elle était le genre de maman qui laissait la liberté à ses enfants. Donc pendant que nous, maman était très dure avec nous, donc très casanière, fallait aller au lit à une certaine heure et tout. Il y avait beaucoup de règles strictes et tout à suivre. Elle était super cool avec les enfants. Cool. On pouvait aller chez elle, regarder n'importe... Et elle était... c'était une maman à l'époque, elle était vraiment aisée. Elle avait une très belle maison et avec bien équipée.
Dans sa maison, il y avait vraiment tout. Et lorsqu'on allait chez elle, on pouvait manger tout ce qu'on voulait, nous donner de l'argent. On l'a kiffé, on l'aimait vraiment. Et, et lorsque, souvent, elle nous appelait chez elle, on partait. Mais après, maman, derrière, elle mettait des règles. Vous connaissez comment nos mamans africaines, même si c'est sa copine et tout, mais faut pas aller au-delà des règles. Donc, à une certaine heure, il fallait être à la maison, il fallait pas aussi aller tout le temps. Et puis, si maman apprenait qu'on avait mangé là-bas, bah, c'est question, elle devait nous taper. Mais les enfants, on faisait toujours qu'à nos têtes. Donc, c'était une maman, on enviait sa manière de vivre. Elle avait vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Elle construisait que des grandes maisons et ses enfants avaient tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils voulaient. Jouaient à la télé, ils pouvaient regarder tout ce qu'ils voulaient et tout. Donc, voilà, un jour, voilà, c'est comme ça qu'on vivait. Maman, des fois, on allait là-bas, veiller avec maman. Parfois, il venait chez nous, veiller avec nous. Donc, ça, on était comme ça un peu, le voisinage, les voisins cool, quoi, qui s'entendent bien. Et puis, un jour, donc, elle appelle maman dans sa chambre et elle dit à maman, ouvre, voilà, elle dit à maman, non, voilà, moi je peux t'aider. C'est vrai que pour nous à l'époque c'était un peu dur pour nous. On mangeait quand même 2 fois par jour, mais pas assez, ça va. Et puis pas tout ce qu'on voulait, on pouvait manger du poulet tous les jours, c'est avec du riz, c'était quand même dur pour nous. Mais donc un jour elle dit à maman que voilà, elle a une astuce pour pouvoir sortir maman de la pauvreté. J'aime pas ce mot-là. Voilà, de la pauvreté. Donc, voilà, il fallait que maman aille dans sa chambre et qu'elle allume une bougie. Elle devait lire des mots et ensuite fixer la bougie. Il y a quelque chose qui devait sortir de la bougie et de là, elle demandait tout ce qu'elle voulait à cette chose-là. C'est vrai que maman, on avait pensé, elle a essayé, après elle a dit non. Elle n'a pas fait parce que tout simplement, elle ne s'intéresse pas à ce genre de choses. Et donc tous les jours, la dame, elle demandait à maman, est-ce que tu as fait ce que je te demandais? Maman disait toujours pour la dribbler, non, on va faire demain. Après, maman a commencé à voir ça un peu vraiment bizarre. Du coup, elle ne voulait même plus qu'on aille chez elle. Donc, et là, un jour, elle nous fait comprendre que voilà, je ne suis plus très sûre de cette dame-là, on va dire maman Véronique. Vraiment, tantine Véronique, votre tata, je ne la vois plus claire parce qu'elle m'a dit une chose bizarre et voilà. Et je ne veux plus que vous alliez là-bas parce que voilà, nous têtus, on partait toujours, mais chaque fois qu'on revenait de là-bas, maman nous tapait parce qu'elle voulait qu'on arrête carrément d'aller là-bas. Parce que la dame, elle n'avait plus confiance en elle. Voilà. Et puis, maman l'évitait déjà parce que chaque fois qu'elle voyait maman, c'était toujours pour demander est-ce que tu as fait ce dont on a parlé, est-ce que tu as fait, mais pourquoi tu ne fais pas? Est-ce que tu veux pas sortir de la pauvreté? Est-ce que voilà, tu veux toujours manger le poulet du 1er au 31? Est-ce que tu veux pas conduire ta bagnole? Tu veux pas? Mais pourquoi tu ne fais pas? Tu peux avoir tout ce que tu veux, fais-le. Donc tout le temps, elle mettait une pression comme ça et souquait maman jusqu'à ce que maman a dit catégoriquement non, elle ne fera pas ça, elle ne sait pas ce que c'est, elle n'a pas confiance, elle ne fait pas. Et donc la dame s'est fâchée. Elle s'est fâchée à un moment avec maman. Elle a commencé à chercher des noix à maman, commencé à lui parler bizarrement comme ça. Et on n'a pas compris son retournement de comportement soudain. Cette transformation de comportement, elle était devenue odieuse. Et puis, boum, un jour, on entend des cris et tout. On entend qu'elle est devenue folle. Comment ça? On n'avait pas compris. Quand on va regarder, oui, elle commençait effectivement à se déshabiller,
à faire du n'importe quoi, à dire des mots bizarres et tout. Elle était devenue DMG folle, elle avait complètement perdu la tête et elle avait des enfants. Des enfants, elle avait même un bébé métis. Bon, on ne connaissait même pas vraiment qui était le père. Bon. Elle avait un bébé métis, très beau bébé, mais en fait, on n'a pas compris, elle a perdu la boule comme ça, du jour au lendemain, c'était vraiment, on était sidérés, on n'a pas compris, et j'ai commencé, c'est maintenant que j'écoute tes histoires, que j'ai compris, je pense qu'il y a une dame qui avait raconté une histoire pareille, et j'y pense souvent et je me suis dit que ouais, peut-être cette femme voulait donner maman en sacrifice, soit maman, soit nous, les enfants de maman. Et comme ça n'a pas marché, eh bien, ça s'est retourné contre elle-même. Elle est devenue complètement folle. Les maisons qu'elle avait construites, elle a vendu ça dans sa folie à des montants, mais vraiment comme si elle donnait cadeau, quoi. C'est comme si elle donnait cadeau. Elle-même, elle s'est retrouvée dans la rue. Les enfants, la grande fille qu'elle avait, que moi j'enviais quand même, elle se retrouvait dans un foyer avec un bancando qui la bastonne tous les jours. Les autres enfants, les papas sont venus récupérer. Donc, voilà ce que moi je peux donner comme leçon de vie, c'est qu'il faut vraiment pas envier les gens. Vivez avec le peu que Dieu vous donne et au moment où Dieu voudra vous ouvrir les portes, il vous ouvrira les portes. Le temps de Dieu finit toujours par arriver, quelle que soit la durée que ça peut prendre. Donc, envier ne sert à rien. Mettez tout entre les mains de Dieu et Dieu fera sa part. En son temps, soyons juste patients. Sachons être patients avec Dieu. Je vous remercie et likez et abonnez-vous. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si toi, tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro WhatsApp à l'écran, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici. Voilà, donc on se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo.